Bon, ok, j'ai compris. Je vous déménage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 1er juin 2020, j'avais fait un petit tuto pour vous montrer comment réaliser ce genre de kit, tout en plâtre. Et force est de constater qu'un an après, il a bien vieilli et il a bien fonctionné. Cette jeune colonie provient d'un essaimage de 2019. Durant l'été 2020, je les ai placés dans cette boîte Ferrero. Et là, cette année, la gestion de l'espace est beaucoup moins évidente. Ça court de partout. Mes petites Lasius occupent tout l'espace de l'ADC. Et j'ai même parfois un peu de mal à les contenir. En bonne petite ouvrière infatigable, elle s'amuse à revisiter le design de leur aire de chasse, en éparpillant un peu partout les cadavres et les déchets. La dalle en plâtre est bien salie, mais elle n'a pas été attaquée. Elle résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et des envahisseurs, il va y en avoir de plus en plus, car la gine n'a pas cessé de pondre. Dans son tube en verre tout simple, avec des compartiments en liège rajoutés, je pense qu'elle s'est mis en tête d'accélérer l'ascension de son empire. D'ailleurs, des vagues d'éclaireuses partent régulièrement à la recherche d'un nouveau domaine. Bon, ne nous faisons pas surprendre et sécurisons tout ça le temps de leur préparer un nouvel habitat. Je suis parti sur une grande aire de chasse avec un petit nid flexi, le tout posé sur une grande plaque de bois pour faciliter le transport. Une dalle épaisse en pierre constituée, avec 4 sorties en 10 mm. J'ai réutilisé une boîte qui avait fondu, mais elle ne présente aucun risque pour les évasions. Sur la dalle, un décor tout simple, pas trop chargé, qui permettra de faciliter le nettoyage, mais qui proposera quand même des interactions intéressantes avec les fourmis. Et j'ai réutilisé mon premier petit nid acrylique de chez Fourmium. Il date de mes tout débuts, de 2017. Je finalise en plaçant un petit raccord de 8 à 10 mm et en lui rajoutant des petits tampons en dessous, pour limiter les vibrations. Maintenant que l'installation est finie, on va préparer le kit à accueillir les fourmis. Je commence par humidifier le nid, avec de l'eau déminéralisée que je retrouve en grande surface. J'y mets un peu moins d'une seringue, soit entre 5 et 8 ml, ce qui est vraiment peu pour une réserve, ce qui veut dire que je vais devoir le faire plusieurs fois dans la semaine pour l'été. Ensuite, je mets de l'anti-évasion. J'utilise de l'huile de paraffine que l'on peut retrouver en pharmacie. J'en applique tout le tour avec un coton-tige et je fais bien attention de ne louper aucun espace. Pour faciliter leur intégration dans leur nouveau décor, je récupère les ustensiles de leur ancienne aire de chasse. Coupelle d'eau sucrée, mangeoire et abreuvoir. Ensuite, je les dispatche un peu partout sur leur nouvelle dalle. Ainsi, elles auront des odeurs familières, ce qui, je l'espère, aidera à leur envie de découverte. Bon nous voilà fin prêts pour le déménagement, je pense. La première étape consiste à mettre leur tube de fondation dans leur nouvel environnement. Et avec cette boîte Ferrero, rien de plus simple. Il me suffit juste de le sortir de son empreinte. Ensuite, il ne me reste plus qu'à prendre les dernières ouvrières au pinceau. Ça devrait aller vite, elles sont pas si nombreuses. Pendant ce temps, l'exploration commence et un groupe important d'ouvrières investit l'aire de chasse. Certaines sont déjà sur les parois et se retrouvent stoppées par l'huile de paraffine. Mais c'est plutôt de ce côté que ça m'intéresse, car les premières exploratrices arrivent dans le nid. Il leur aura fallu à peine 10 minutes pour trouver l'entrée du nid et commencer à le découvrir, sans pour autant s'installer. À l'extérieur, les avis sont encore bien partagés et les activités très diversifiées. Certaines se choisissent des petites caches, discrètes, et y restent. D'autres se réunissent en cercle de poètes disparus. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi la reine? D'ailleurs, en parlant de la reine, que devient-elle? Eh bien, elle reste entourée pour le moment de la majorité des ouvrières, qui sont là pour rassurer la reine mais aussi pour protéger le couvain. Elles se sont regroupées en masse pour obscurcir au maximum le tube. L'information d'un nouvel espace semble faire son petit bonhomme de chemin, et pour renforcer son attrait, je décide de le mettre dans l'obscurité. On va maintenant les laisser tranquilles investir le nid à leur rythme. En attendant, on va jeter un petit coup d'œil sur la boîte Ferrero et voir si on peut la réutiliser. Alors, elle est bien sale, et quelques taches semblent bien incrustées, mais la dalle en plâtre n'a pas bougé depuis maintenant 1 an.
je décide de passer un premier coup d'aspirateur pour récupérer les plus gros déchets. Puis, je brosse le tout pour récupérer les petites saletés incrustées. Et je finis par un dernier coup d'aspirateur. Certaines taches incrustées sont vraiment tenaces. Et j'ai essayé de les enlever avec un pinceau mélangé avec un petit peu d'eau, mais sans réel succès. Au final, au bout d'un an, je récupère une boîte assez sale. Mais l'empreinte et la dalle sont encore bien en place. Et je peux du coup la réutiliser pour une prochaine fondation. Au bout de 2 heures, je suis étonné de voir qu'une bonne partie du couvain a déjà pris place au fond du nid. L'une des salles des plus proches de la réserve d'eau est bien occupée. On y voit du couvain à différents stades d'évolution et une flopée d'ouvrières. Les œufs sont regroupés en grappes, collés les uns aux autres, alors que les cocons sont étalés un peu partout dans la salle. Malgré la nouveauté du nid et le stress que cela peut engendrer, le travail des ouvrières ne s'arrête jamais. Ici, on voit qu'une ouvrière commence à détisser un cocon, peut-être bientôt une nouvelle naissance. Les larves sont elles aussi regroupées et même nettoyées. Et l'une des particularités des lasius se met doucement en place, celle de trier leur couvain. Et avec ce nouvel arrivage d'œufs en provenance du tube, il ne faut pas traîner. Mais en attendant, la reine n'est toujours pas là. Je la retrouve dans son tube, mais avec beaucoup moins de couvain et beaucoup moins d'ouvrières. Il est 20h. La reine est toujours à l'intérieur de son tube, mais on observe qu'il y a beaucoup moins de couvain et de fourmis à l'intérieur. Maintenant, les 2 salles du fond proches de la réserve d'eau sont utilisées, et on voit qu'une bonne partie du couvain est triée selon son état. D'un côté les œufs et les larves, de l'autre les cocons en majorité. D'ailleurs, les œufs sont agglutinés en grappes, toujours plus importantes, et sont continuellement nettoyés. Les cocons, quant à eux, ont une attention constante. À croire que pour beaucoup, ils sont au stade terminal. Je vais continuer de les observer jusqu'à 22h, mais sans grande évolution. La reine restera dans son tube et y passera, je l'espère, sa dernière nuit. Avec sa garde rapprochée et une dernière petite grappe d'œuf. Plus d'une journée s'est écoulée depuis le début du déménagement. Et aujourd'hui, je ne vois plus la reine dans son tube. J'ai beau regarder et farfouiller dans les endroits les plus cachés, nulle trace de sa majesté. Quelques larves et une vingtaine d'ouvrières restent à l'intérieur. D'ailleurs, profitons de la sortie de l'une d'entre elles pour aller faire un tour dans le nid. Effectivement, la reine est bien là, à sa place, au milieu du couvain, avec toute sa garde d'ouvrières autour d'elle. Cette salle du haut est vraiment bien garnie. On y voit un grand nombre d'œufs, également des larves, à différents stades d'évolution. Et tout en haut, le tas de cocons. La salle du bas, quant à elle, a plutôt tendance à accueillir les œufs ainsi que les larves. Une ribambelle d'ouvrières est constamment là pour y apporter les soins nécessaires. Par contre, il reste encore ce tube de fondation dans l'aire de chasse. Je le récupère délicatement, puis j'enlève les opercules de liège. Et là, avec beaucoup d'amour, de douceur et de tendresse, je fais tomber tout le monde dans l'aire de chasse. À partir de là, vous vous en doutez, c'est la débâcle générale, ça court de partout. Mais la priorité reste quand même de sauver le couvain, et les quelques larves qui sont tout bas au sol sont vite récupérées et ramenées au nid. Ouais, encore faut-il trouver le chemin. Bizarrement, certaines larves ne semblent pas éveiller un intérêt prioritaire, et je n'ai aucune idée à quoi cela est dû. Mais au final, tout le monde est quand même bien rentré à la maison. Avec tout ce stress, j'ai pu observer un comportement vraiment intéressant. Ici, on voit quelques ouvrières qui ont des contacts antennaires très rapprochés, très saccadés, et qui tapent parfois du gastre sur le sol. C'est un comportement de communication. On pourrait rapprocher ça à une alerte ou à une demande d'attention. Ainsi, il n'y a pas que les phéromones et les transferts chimiques qui agissent comme interaction entre elles. Les contacts s'accélèrent. J'avais déjà observé ça chez mes Camponotus, mais jamais encore sur mes Lasius. On va tenter de les rassurer un peu, et pour ça, il y a une bonne méthode. Un peu de friandise. Je sais pas pour vous, mais chez moi, mes Lasius adorent le liquide sucré. Les insectes morts aussi, que ce soit sauterelles, criquets ou mouches.
Mais ce qu'elles préfèrent, c'est les bons fruits bien juteux, comme ici un bon melon. L'information d'un tel trésor parcourt vite l'intérieur du nid. Et les échanges commencent à se faire pour goûter cette merveille. Les trophalaxies se font visibles un peu partout. Et c'est avec plaisir que je vois les gastres de mes fourmis se remplir petit à petit. Allez, quand on aime, on ne compte pas, je leur rajoute un peu de pomme, du miel et du liquide sucré. On va quand même finir sur un petit point de vigilance. C'est un nid acrylique, et donc il a des chances de générer de l'électricité statique, ce qui pourrait tuer les fourmis. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec ce genre de nid, mais quelques chaînes sur YouTube, comme celle de Nico de Géante, montrent clairement l'inverse, et j'avais envie de retenter l'expérience. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Eh bien parce qu'ici, on voit une ouvrière qui est déjà mal en point. Depuis le début, j'observe qu'un grand nombre d'ouvrières se nettoient régulièrement les antennes, plus que d'habitude. Comme si elles n'arrivaient pas à bien capter les informations, ou bien qu'elles étaient gênées. Et il y en a une qui a clairement des gros soucis de motricité. Ses pattes arrière sont raidies, toutes droites. On dirait qu'elle n'a plus d'articulation. Elle se déplace avec beaucoup de difficulté et semble ne jamais savoir où aller. Bon, après, c'est peut-être une ancienne ouvrière qui arrive en fin de vie et je suis en train de monter un gros film, mais je vais quand même surveiller tout ça. Même si je suis bien content de les avoir mis dans ce nid, ça reste quand même un test, car j'ai envie de me faire mon propre avis sur les nids acryliques. En attendant, le déménagement se sera bien déroulé, et en un peu plus d'une journée, toute la colonie aura gagné le nid. À voir maintenant comment elle va se sentir à l'intérieur, et si elle va continuer à évoluer aussi vite. Mais tout ça, on le verra dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao les myrmiens!